L'actualité l'oblige, nous parlons de la République centrafricaine avec une grosse prise pour la police nationale. C'est donc un ressortissant français, le nommé Juan Rémy Guignolo, donc un mercenaire français donc qui a été arrêté à Bangui avec en sa possession un important arsenal militaire. Et la question pour nous de savoir pourquoi faire. Bonsoir Président Bandakani. Bonsoir mon cher Bachir. Alors je voudrais apporter à Luc Michel toute ma solidarité. J'ai entendu les néo-nazis accuser un militant progressiste de haut niveau d'être un néo-nazi. Mais c'est quand même, c'est l'hommage de dire ça à la vertu. On aurait pu dire ça quand des nazis professionnels comme RFI, France 24, n'est-ce pas, et là qui vient d'être pris en commun dans le sac, tout à l'heure on va faire le lien entre toute la campagne de diabolisation d'Afrique Média de Luc Michel qui a été déclenchée par ces médias qui sont dans une panique totale, n'est-ce pas, qui sont battus à plate couture par la puissance de la dynamique panafricaniste, par notre capacité à anticiper, par notre capacité à les dribbler, nous les dribblons. Vous savez qu'un dribbleur, c'est un grand joueur. Hein? Maradona, on appelle à son nom, était un grand dribbleur. Le dribbleur, non seulement il dribble, mais il a aussi la capacité d'anticiper sur les mouvements de l'adversaire, de l'ennemi. C'est ce que nous on fait avec RFI France. Nous avons démontré au monde entier que ce ne sont pas des médias, que ce sont des tueurs, Basile, ce sont des militaires qui utilisent les armes médiatiques, mais ce sont des tueurs. Et il y a tout un dictionnaire des crimes médiatiques de RFI en Afrique. Et RFI France 24, et ils répondront de leurs actes un jour. Et ce jour n'est plus loin, Bachir. La dynamique de l'histoire est en mouvement, et ils vont répondre de leurs actes. Parce que ce qui s'est passé avec le président Gbagbo, son épouse Simone, et le ministre Blé Goudé, RFI n'a pas bien, et France 24 n'ont pas tiré les leçons. Ils n'ont pas tiré les leçons. Ils ont diabolisé, n'est-ce pas, le président Gbagbo, son épouse, sa famille, le ministre Blé Goudé, et aujourd'hui, il les court après. Il les court après pour les interviews, n'est-ce pas? Ça, c'est rien. Ce n'est que, c'est un signe prophétique qui annonce la mort, n'est-ce pas, totale, n'est-ce pas, de ces médias néo-nazis. Donc moi, je voudrais apporter toute ma solidarité à mon ami Luc Michel. C'est un bon signe. Quand vous voyez RFI France, quand ils sont plus obligés de se cacher, Bachir, ils sont obligés d'attaquer directement Afrique Média, alors qu'ils aimaient jouer au grand, ils prennent des grands airs dans le vide, c'est que le combat, la France est dans une panique totale. J'aime toujours rappeler ça, que RFI France 24 sont les voix de la diplomatie française. C'est pas n'importe quel média, hein. Vous, Afrique Média n'est pas un média de la diplomatie d'un pays africain. Vous comprenez? Mais France 24, RFI sont des instruments de la diplomatie française. Donc quand RFI France 24 parle, c'est le Quai d'Orsay qui parle, mon cher Bachir. C'est le président de la France qui parle. Vous savez que ce combat s'est arrivé à un niveau où même, n'est-ce pas, le Jupitérien de l'Élysée a perdu ses repères, au point de dire que nous sommes stipendiés par la Russie pour développer le sentiment anti-français. Ben, Monsieur Macron l'a dit sans aucune preuve, mon cher Bachir. Vous voyez à quel niveau? C'est la panique. C'est la panique totale. Donc il faut que les gens interprètent très bien ce qui est en train de se passer avec RFI France 24 là. C'est la manifestation de la panique totale de la France. Elle est à terre, mon cher Bachir, incapable de débattre avec nous, incapable de tenir la discussion géopolitique, incapable d'affronter le débat géopolitique. Elle est obligée de donner les coups en dessous de la ceinture. Elle est obligée d'organiser la calomnie, mon cher Bachir, et incapable d'anticiper sur des territoires où était pourtant maîtresse de la situation. Elle a eu 100 ans, 200 ans, mon cher Bachir, pour anticiper en Centrafrique, pour anticiper au Cameroun, au Tchad et partout. Mais elle est incapable, la France. Elle est dirigée par une clique de néo-nazis, par une bande d'incompétents, mon cher Bachir, de corrompus, et des gens qui s'adonnent à des plaisirs sadiques. Vous connaissez le scandale du Hamel. Oui. Un état quasi pédophile, mon cher Bachir. Donc, au lieu de s'atteler à penser la politique, à penser l'avenir de la France, en rapport avec ses avantages historiques, coloniaux qu'elle a eu sur le continent africain, ils sont passés le temps à se livrer à de la folie, à de la bêtise, au sadisme et à la cruauté. Et ils ont appelé ça politique. Maintenant, ils sont rattrapés par l'histoire, déclassés d'un côté par la Russie, perturbée par les changements géopolitiques globaux qu'elle n'arrive pas à analyser et qu'elle ne peut même pas analyser, battue à la vitesse par la puissance des mouvements panafricanistes, il reste quoi à Paris? La calomnie, la barbouzerie,
Les crimes, l'assassinat géopolitique comme au Tchad avec le maréchal, et la honte, n'est-ce pas, Bachir? La honte. On avait averti Paris. Ça fait 10 ans que je les ai prévenus ici de tout ce qui est en train d'arriver. Comme d'habitude, ils ont opposé à la dynamique, n'est-ce pas, le racisme, le mépris raciste, la condescendance, n'est-ce pas, de la France, de l'État français, qui revendique une certaine supériorité civilisatrice qui est fondée sur le crime, sur le mensonge, sur la cruauté, mon cher Bachir. Ce long crime-là, ce long crime qui dure des siècles et qui lie la France en Afrique, elle est en train de s'achever. Vous savez comment elle va s'achever? On nous l'a dit. Et ce n'est pas pour longtemps, en coupant la tête de l'oppresseur. Très bien. Merci en tout cas, Président Bandakani, d'être avec nous. Et avec nous également en duplex, donc nous avons Luc Michel et Michael Egorov. Alors saluons la présence de Luc Michel, puisque vous avez commencé par lui et par lui donner votre soutien. Luc Michel, bonsoir très cher, bienvenue à cette édition. Bandakani. Et je voudrais surtout remercier partout sur les plateaux d'Afrique Média, dans les réseaux sociaux, sur Internet, la solidarité, pas seulement des Africains d'ailleurs, mais de beaucoup d'Européens. Les médias mensonges maintenant ne fonctionnent plus. Il faut savoir, je suis d'accord avec Bandakani, c'est la panique. Vous savez que j'ai des antennes au Quai d'Orsay, c'est la panique. 48 heures après qu'ils aient lancé la grande campagne de déstabilisation des Russes en RCA, en impliquant Afrique Média et moi-même, on découvre effectivement qu'il y a des mercenaires en Centrafrique. C'est une barbouze française qu'on a arrêtée. De qui s'agit-il? Il y a beaucoup de fausses nouvelles, de médias mensonges qui sont envoyés dans les réseaux sociaux depuis ce matin. Le but, c'est de noyer la bonne information avec de la fausse. Ce que l'on sait de sources sûres, c'est un mercenaire barbouze. Il est rentré en Centrafrique en 2013, à l'époque de la guerre civile. Il résidait à Bangui, notamment dans une villa, et se disait proche de la chaîne de télévision Al Jazeera. C'est comme ça qu'il a été repéré depuis plusieurs semaines. Il essayait d'infiltrer, avec une équipe d'Al Jazeera qui lui servait de couverture, les cortèges de presse du président centrafricain. Il en a été expulsé et la police alors s'est intéressée à lui. On a découvert à ce moment-là que sa villa se trouvait dans le même quartier que la résidence privée du président Touadéra. C'est déjà une indication. On a perquisitionné, on a découvert stock d'armes, de munitions, de Viagra. Qu'est-ce qu'il faut en retirer? C'est que ce sont des armes qui servent pour des cellules dormantes. C'est pas des armes qui servent à des groupes armés qui mènent des combats dans la périphérie de Bangui. Ce sont des armes pour faire du terrorisme. Le Viagra, ce sont toujours les prédateurs sexuels que les Français ont amenés en Centrafrique qui continuent. Ce personnage, il est connu, il existe vraiment en France. C'est un directeur adjoint d'une firme de sécurité française, officiellement qui fait du gardiennage et du contrôle anti-incendie, mais dans la réalité, qui semble être la couverture d'une firme de mercenaires. Elle s'appelle Power Sécurité. Elle est établie à Mars-en-Barreuil, dans le nord de la France. Voilà quel est l'individu que l'on a surpris en train d'infiltrer le proche entourage du président Touadéra. C'est évidemment une barbouze. Il faut dire un dernier mot, c'est que il y a 60 ans, Jacques Foccart installait la Centrafrique. L'historien des premières années de la France-Afrique, il s'appelle Jean-Pierre Batte, il a écrit un livre retentissant qui s'appelle précisément La fabrique des barbouzes. 60 ans plus tard, eh bien les barbouzes sont toujours là. Le Commonwealth, il s'est bâti, parce qu'il ne faut pas croire que les Anglais ont lâché le colonialisme, mais il s'est bâti sur des réseaux d'affaires. La France-Afrique à la Belge, qu'on appelle les réseaux du Parti libéral belge, elle s'est faite sur des réseaux proches de la franc-maçonnerie et proches de l'affairisme. Et la France-Afrique, elle s'est faite sur les barbouzes. Il y a les barbouzes officiels, le SDEC de Mula DGSE. Il y a les barbouzes officieux, les gens comme ce personnage, qui est un personnage extrêmement douteux. Combien y en a-t-il
cachés dans la clandestinité ou en Centrafrique? C'est la question qu'il faut se poser. Combien y en a-t-il un peu partout dans les pays africains? C'est cela qu'il faut se poser. Lorsqu'on lit l'histoire des réseaux focaires, on voit que l'infiltration des barbouzes, sous couvert d'une carte de presse ou de fausses agences de presse, c'était le mode de structuration des réseaux focaires dès 1960. Voilà ce qu'il faut en retenir. Évidemment, c'est clair et net. On a tenté de nous attaquer, d'attaquer Afrique Média, de m'attaquer moi-même. Nous ne sommes plus en train de nous défendre. Avec l'arrestation de ce barbouze, nous sommes à l'offensive. Luc Michel, pour ces jeux de pierre, et ça nous conduit directement vers notre cher Mikhail Egorov. Mikhail, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors l'actualité elle est brûlante, je vous ai vu réagir, faire plusieurs publications sur toutes les plateformes, ce qui d'ailleurs nous honore de vous lire également. Alors, que doit-on savoir de ce qui se passe en ce moment à Bangui? De cette énième invitation. Oui, effectivement, je ne pouvais pas ne pas réagir et j'ai trouvé que c'était nécessaire parce que quand je lisais ce papier, en d'autres termes, ce torchon publié par Radio France Internationale, où il parlait, donc il y avait cette attaque qui visait entre autres Afrique Média et où il faisait référence au fait qu'Afrique Média était ne serait-ce qu'un média en ligne. C'est vraiment une tentative, je dirais, assez primitive et même indigne pour un média qui se prétend être un média international, plus que cela la voix de la France, de se rabaisser à ce niveau, sachant que la moindre des choses, et surtout que lorsqu'ils font référence au fait qu'ils prétendent, à travers ce genre de papier, lutter contre la désinformation, justement, il y a de la désinformation déjà dans ce papier qu'ils ont publié. Parce que si on parle d'Afrique Média, il faut rappeler que c'est une grande chaîne d'envergure continentale et internationale, numérique et satellitaire, et qui est également très populaire et très active en ligne, dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas à la base un média en ligne. Donc, c'est un mensonge, c'est de la désinformation, et je pense qu'effectivement, le fait qu'il se rabaisse à ce niveau, ça prouve effectivement, comme cela a été dit tout à l'heure par les autres intervenants, à savoir qu'ils sont justement dans une situation de panique, ils sont en train de paniquer, d'où parfois cette réaction où ils sont même plus être en mesure de défendre leur dignité, ils se rabaissent, ils utilisent des méthodologies ouvertement sales et indignes, et cela confirme aujourd'hui non pas leur force, mais bien leur faiblesse. En ce qui concerne la question de ce qui se passe à Bangui, écoutez, moi je pense qu'il faut laisser la justice centrafricaine faire son travail. On sait maintenant que ce déstabilisateur représentant la France a été arrêté en Centrafrique par les autorités compétentes. On va suivre l'affaire. On a vu qu'effectivement l'arsenal qui a été saisi est impressionnant. Et je suis d'avis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Luc Michel juste avant, c'est destiné spécifiquement aux cellules dormantes. Voilà, et ça confirme tout le danger que ça pouvait représenter pour le leadership centrafricain. Mais fort heureusement, Dieu merci, les forces de sécurité ont bien fait leur travail. Donc ce personnage a été mis hors d'état de nuire. Et je pense que si nécessaire, il y a d'autres personnages qui suivront le même destin. Et pour le reste, en ce qui concerne lui particulièrement, il devra être jugé. Je pense que la justice centrafricaine, dans le cadre de la souveraineté de la République centrafricaine, fera tout le travail nécessaire en ce sens. Encore une fois avec vous, alors, le personnage, l'homme arrêté, il a plusieurs casquettes, il faut bien le dire, du moins selon les informations que nous avons. Alors c'est un ancien militaire, des sources affirment qu'il aurait travaillé pendant près de 5 ans aux côtés de la MINUSCA, comme consultant peut-être, à moins que je me trompe, également présenté comme journaliste, et Luc Michel l'a d'ailleurs rappelé également. Alors, à l'analyse, quelles seraient ses intentions? Vous savez, les différentes casquettes, c'est effectivement une bonne option pour brouiller les pistes. Ça, c'est tout à fait évident. Que je pense, mais voilà, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'un citoyen étranger, français, se trouvant dans un État étranger, un État indépendant, en l'occurrence la République centrafricaine, faisait avec autant d'armes dans sa ville-là. À ma connaissance, il n'avait pas de licence l'autorisant à avoir autant d'armes, à en être le distributeur ou un propriétaire. Donc il est clair et net qu'aujourd'hui, c'était pour déstabiliser le pays. Et je dirais plus que cela. Peut-être que même il y avait un objectif d'éliminer des personnalités importantes du pouvoir centrafricain. Dieu merci que cela n'a pas eu lieu. Mais encore une fois, ils en sont capables. Quand ils ont été capables de bombarder des palais présidentiels,
et de détruire des États souverains, ils le faisaient. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Libye. C'était des exemples flagrants. Aujourd'hui, en Centrafrique, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire compte tenu de la mobilisation du côté du peuple centrafricain, compte tenu de la mobilisation du niveau des autorités centrafricaines et des alliés internationaux de la Centrafrique, notamment la Russie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation, puisque le temps de l'impunité est terminé? Ils vont passer aux méthodes sales, aux méthodes cachées, à savoir déstabiliser ou en tentant des éliminations ciblées. En tout cas, c'est très sérieux, c'est très dangereux. Et encore une fois, fort heureusement que les services de sécurité centrafricains et des partenaires de la Centrafrique sont efficaces dans leur travail, et je pense que c'est ce qu'on a vu comme résultat. Mais en tout cas, il faut rester aux aguets et les mettre tous hors d'état de nuire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le bien-être de la sécurité de toute la Centrafrique. Merci, Michael. Alors, on pourrait revenir vers vous si le temps le permet, président Bandakani. Justement, et je reprends, pourquoi pas, les derniers propos de Mikhail Egorov pour poser la question. Qu'est-ce qu'un citoyen français fait ou ferait en RCA avec autant d'arsenal et sous plusieurs casquettes? Si je ne connaissais pas votre dextérité journalistique, j'allais dire que vous êtes naïf. Mais vous n'êtes pas naïf, Bachir. Vous posez les bonnes questions. Non. Bachir, la diplomatie, historiquement, les relations entre États, historiquement et politiquement, ne soyez pas naïfs, sont inséparables. Oui. N'est-ce pas, du crime, du mensonge d'État effectué sous couverture. Là, la diplomatie consiste à donner des coups en dessous de la ceinture et paraître poli, civilisé, madré en public. C'est-à-dire que quand un État réussit les coups bas par derrière les actions secrètes des services secrets, quand il réussit le coup bas, il est fort sur le plan diplomatique. Il est fort parce qu'il va capitaliser ça sur le plan diplomatique. C'est la tradition occidentale de la diplomatie. Pas seulement l'Occident, les empires, les États, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui. Pourquoi les États ont les services secrets? Ce n'est pas seulement pour la sécurité. Oui. C'est aussi, n'est-ce pas, pour gérer ce qu'on appelle le sale boulot. Vous voyez? Le sale boulot. Donc, vous voyez donc que lorsque la barbouzerie déborde la diplomatie, ça traduit que l'État est dirigé par des incompétents, pas des politiciens incapables, pas des politicards. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le cas de la France. En Afrique, c'est même le cas de l'Occident en général. Parce que les crimes de l'Occident hier, mon cher Bachir, n'étaient pas visibles et étaient masqués par la diplomatie. Au point où tous les Africains, en général, bénissaient leur bourreau, adoraient leur bourreau. Permettez-moi l'expression, faisaient l'amour avec leur bourreau. Pourquoi? Parce que les diplomaties occidentales réussissaient à masquer par une espèce de gentlemania apparent, n'est-ce pas, à masquer la barbouzerie d'État. Les États-Unis, la France, tous ces pays-là, c'était leur travail. Et le lexique des crimes barbouzards, n'est-ce pas, était réservé à des cercles d'initiés. Oui. C'est des chercheurs qui avaient des informations. Mais aujourd'hui, l'Occident n'est plus capable, mon cher Bachir, de masquer sa nature crapuleuse, sa nature criminelle, qui se traduit, n'est-ce pas, par les révélations sur la pédophilie, les crimes d'enfants, on pourrait parler que de ça, mon cher Bachir, sur les révélations en plein jour, sur les crimes, la criminocratie, n'est-ce pas, de la politique française, le caractère criminocratique de la politique française en Afrique. Le cas récent, donc, c'est, n'est-ce pas, ce fameux maire mercenaire, mon cher Bachir. Mais je voulais dire que ce n'est pas nouveau. Mais comment on a tué Moumié pour nous, Camerounais, le chef IPCiste? Mais vous avez un barbouze, un colonel, William Bechel, qui s'est déguisé en journaliste. Vous voyez que c'est M. Quignolo là, n'est pas dit qu'il est expert en communication, c'est pas il est aussi journaliste, entre autres non. C'est pas nouveau, mon cher Bachir. D'abord, dernièrement là, M. Hollande dans son livre a dit, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a écrit un livre, n'est-ce pas? Il avoue qu'il a donné des ordres pour qu'on exécute, entre guillemets, les ennemis de la France. Ce n'est pas le président qui va exécuter, ce sont les barbouzes. Ce sont des agents secrets qui vont faire ce travail, à leur risque et péril, mon cher Bachir. M. Hollande l'a avoué. Alors, mais on a connu Bob Denard, qui faisait la pluie et le beau temps à Djibouti, en passant par le Bénin. En Afrique, Bob Denard, mais
Voilà un Barbouza qui agissait publiquement et l'État français faisait semblant avec lui. Il est mort ça là en prison. Pourquoi? Parce que la France ne pouvait pas l'enfermer n'importe comment. Il avait des secrets. Il pouvait faire exploser la France. Mais la barbouzerie aussi se conjugue avec la prostitution la plus vile. Vous connaissez l'affaire Elf, où vous avez connu une certaine Dévier, Christine Dévier-Diencourt, qui a écrit un livre et qui a dit oui, moi je suis la putain de la République. Elle est en train de dire que oui, parce que moi, le ministre des Affaires étrangères de la France m'envoie draguer, m'envoie séduire les roses officiels des États étrangers pour obtenir des contrats et en plus obtenir des informations stratégiques. Vous comprenez pourquoi le monsieur Quignolo est en même temps un expert en pornographie. Mon cher, non, il faut expliquer ça. Tout ça, c'est lié. Vous voyez donc que la barbouzerie prend plusieurs formes, mon cher Bachir, pour simplement se manifester dans sa réalité, à savoir les pratiques criminelles des États, des pratiques hyper criminelles des États impérialistes. Parce que l'impérialisme, la domination des États étrangers par un État, par une puissance, ne peut se faire que sur la base du crime, du mensonge, n'est-ce pas, et des assassinats d'État. Mais comme ce n'est pas possible de dire ça un peu, de penser ça en public, on maquille. Le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie publique est là pour maquiller ces choses-là. C'est cela qu'il s'agit. Qui a tué Kadhafi? Quand il y a eu l'action de l'OTAN, des forces spéciales françaises sont entrées en scène pour aller liquider Kadhafi. Et dans le terme mission Bachir, on ne voit pas n'importe qui. Il faut des hommes de confiance sûrs. Parce que si on les prend, mais c'est l'État qui va être éclaboussé. Soit même quand ça arrive, l'État les tue. L'État les fait tuer, pour qu'ils ne parlent pas, les barbouzes. Mais les actions spéciales françaises sont entrées au palais en Côte d'Ivoire pour arrêter Barbeau et le livrer aux rebelles, pour donner une gloire aux rebelles. Oui. Mais c'était qui? C'est de la barbouzerie. Mais de manière fondamentale, tout ce sale boulot-là, hier, Michel a convoqué Foucault, qui était le père de cette affaire. Mais après, ça a évolué. Ça a évolué où on a essayé de privatiser la barbouzerie. C'est-à-dire que des anciens colonels, des anciens militaires, on les détache. Ils vont créer des entreprises de sécurité et ils signent des partenariats avec l'État. Ouais, vous allez voir ce monsieur, il est consultant en sécurité, il est en Power Machin, Power Machin, là, comme je ne vais pas, le nom ne m'intéresse pas, mais il fait des contrats avec qui? Avec l'État français. Il fait des contrats. La privatisation de cette tâche-là permet d'achir une flexibilité qui permet une meilleure gestion. Mais malgré ça, on l'a pris maintenant le sac. Oui. Alors maintenant, quand on a dit ça, quelle est la face visible de l'iceberg, mon cher Bachir? On nous l'a dit. Alors, moi, je peux le dire. J'ai des informations sérieuses qui démontrent que, mon cher Bachir, alors où nous parlons, il y a un vol Air France de ce jour. Je dis bien, des informations. Vous savez que moi, quand je dis mes choses, je ne dis pas souvent n'importe quoi. Disent qu'il y a plein de barbouzes dans le vol Air France d'aujourd'hui, je crois, sur Bangui, contenant d'autres barbouzes pour continuer la mission du monsieur qu'on a attrapé. Oui, de monsieur Quignolo. Il faut le dire. Parce que il y a monsieur Quignolo n'est que la face visible d'un iceberg qu'il faut planter. Il ne faut pas le cacher, Bachir. L'Afrique centrale est en guerre contre la France. Ce n'est pas au président de le dire, ils ne vont pas le dire. Ils sont des chefs d'État. Ils ont des obligations diplomatiques. Mais nous, là, il faut dire la vérité au peuple. Il faut sensibiliser le peuple africain pour qu'ils puissent avoir un comportement adéquat. Nous sommes en guerre. L'Afrique centrale est en guerre contre la France. Il ne faut pas rêver. La France, je l'ai dit ici, la France, sur le plan géopolitique, ne peut pas laisser accepter qu'on l'humilie comme ça dans son précaré. Elle ne peut pas accepter que les peuples se libèrent comme ça. Elle n'accepte pas, elle ne comprend pas, elle n'admet pas que l'Afrique lui file comme ça entre les doigts. Des gens qu'on a toujours considérés comme des sous-hommes, des nègres, des vauriens. Où est-ce qu'ils ont appris la géopolitique? Où est-ce qu'ils ont appris à analyser des choses comme ça? Mais quel est donc le drame de parler contre la France? Le pays du général de Gaulle, la patrie des Lumières, le pays civilisateur, le pays au destin universel. D'où vient-il que des nègres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas êtres humains, osent vouloir humilier la France? La France, Bachir, ne l'accepte pas. Et en même temps, cette France, je l'ai dit, elle est devenue un label, elle est devenue un outil. Ce n'est plus un pays, ce n'est plus une nation. Je pleure sur la France des Français là. Ce n'est plus une nation, c'est un moyen dans les mains des banquiers, des Rothschild,
pour faire le sale boulot en Afrique. Et M. Macron est à la tête de la France, c'est un mercenaire en costume. C'est un chef d'État mercenaire dont le rôle est d'exécuter, n'est-ce pas, les plans obscurs, n'est-ce pas, des financiers internationaux qui l'ont formé et qui l'ont mis au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali qui le dit. Le prophète, il vous a dit que le prochain président, c'est Marine Le Pen. Il a déjà dit. Donc, vous voyez, il y a un plan qui est clair, mon cher Bachir. Et on a connu une épisode extraordinaire avec l'assassinat géopolitique du maréchal Déby par la France. Je ne peux faire la même chose. Oui. Et ça n'a pas pris. Le plan n'a pas marché comme on voulait, mais la France est décidée à faire payer très cher à l'Afrique centrale son outrecuidance de vouloir se libérer. Mais parlons encore plus terre à terre. Mais qui vous a dit d'accueillir chez vous le diable russe? Qui vous a dit ça? Laissez-nous la géopolitique, laissez-nous à la France. Laissez-nous, Français, vous dire avec qui traiter. Vous autorisez à traiter avec certains grands. Qui vous donne le droit de passer directement pour les traiter? Qui vous a dit de permettre d'amener la Russie ici? Quand nous, les Français, on négocie avec la Russie, par exemple, pour admettre Russia Today, version française chez nous, là, c'est normal. La grande France peut faire des accords avec certains grands. Mais vous, là, qui donne le droit à un petit pays comme la Centrafrique, qui est notre marchepied, ce qui en piste depuis 60 ans, depuis 100 ans, le droit d'accueillir de manière indépendante et libre et stratégique la Russie sur son sol. Et on sait très bien que cette présence russe ne peut pas s'arrêter en Centrafrique. C'est une question de géopolitique. Ça va pas s'arrêter, ça va aller jusqu'au Sahel. Il faut le dire. Parce que la Russie n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est la dynamique géopolitique du monde qui conduit ça, mon cher Bachir. Donc vous voyez que la face visible, monsieur Quignolo, n'est que la face visible d'un iceberg qui est plus grand. C'est l'iceberg de la géopolitique, de la grande région Afrique centrale, Golfe de Guinée, qui est, mais je l'ai déjà dit, fatigué, vital à tout point de vue pour la France. Parce que la France, telle que les élites françaises l'ont conçue là, va disparaître si elle n'appuie pas le contrat. Mon cher Bachir, c'est cela l'enjeu. Mais la question est de savoir, a-t-elle les moyens de son projet? Elle n'a plus les moyens, malheureusement. Et nous, on l'a dit ici à la France. On l'a dit depuis les années. On a dit on est anti-français. Nous, on faisait que, comment dire, sonner la cloche. Nous, on faisait sonner la cloche. Vous comprenez? Mais comme je vous ai dit que la France est dirigée par une bande d'incompétents qui confondent la politique et les plaisirs sadiques, mon cher Bachir, nul n'est surpris. Mon souhait est que le peuple français se réveille. Ce peuple que nous aimons tant. Parce que les panafricanistes sont des hommes, sont des universalistes. Hein. Nous ne sommes pas des racistes. Rien à voir. Ce peuple que nous aimons tant, mais qui se réveille et liquide ses dirigeants. Du moins, cette classe politique incompétente, mon cher Bachir. S'il y a un pays à démocratiser, c'est la France. C'est la France. Et nous espérons que le peuple français va enfin s'engager dans de vrais combats démocratiques et ramener le combat démocratique à l'intérieur de la France au lieu de laisser des dirigeants qui fanfaronnent et masquent leur incompétence en inventant un projet de civilisation dans les pays africains qu'il faudrait aller démocratiser. On détourne l'attention du peuple. Les situations sont en train de mûrir en France Bachir. Donc, voilà la phase de l'iceberg. La France est prête à tout. Là, elle va vouloir créer en Afrique centrale une situation comme avec la Syrie. Le chaos, on gâte tout. Elle dit quand on perd, on gâte tout. Ça se gâte. C'est ça qu'elle veut créer. Elle va entraîner dans cette affaire ce petit réseau financier, c'est la criminalité internationale qui est en pleine panique, mon cher Bachir. Je vais vous donner un élément pour faire le lien. Oui. Vous savez qu'il y a une opération de haut niveau qui s'est menée au plan géopolitique ces derniers mois et qui a un impact terrible sur l'état profond mondial. C'est l'affaire Evergreen. Bateau Evergreen, qui a coulé au canal de Suez. Vous savez que c'est une action conjointe de la Russie, de l'Israël, de la Turquie, du Qatar, sous l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui a été menée et qui a infligé à l'état profond une des plus grandes défaites de son histoire. Elle ne va même pas s'en relever. Vous avez 10 milliards de dollars perdus par jour. On a obligé la Chine, l'Union européenne a été obligée d'aller se mettre à genoux devant Erdogan. Mon cher Bachir, vous savez qu'actuellement il y a une alliance entre Erdogan, l'Iran et la Russie dans le cadre de la poche du Moyen-Orient. Et c'est une alliance qui a aujourd'hui inversé la tendance dans le conflit qui opposait la Syrie à l'Occident. Mon cher Bachir, pour ce qu'on connaît là-bas, les enjeux qu'il y a là-bas dans le Moyen-Orient. Ils ont connu une défaite extraordinaire là, mon cher Bachir. Et ils sont à terre, l'état profond est dans toute sa... Ils sont dépouillés, ils sont à terre. Vous voyez? Donc, du coup, mais on gâte tout. Et il reste quoi? Reconquérir l'Afrique centrale, reconquérir l'Afrique,
C'est ce qu'il reste, mon cher Bachir. Et ils sont même prêts à tout. Hein. Ils flattent la Russie matin, midi, soir. La France est derrière la Russie matin, midi, soir. M. Macron est en train de démarcher auprès de ses collègues européens pour dire que non, allons reparler avec la Russie. Dialoguons avec la Russie. Regardez bien, dialoguons avec la Russie. Pourquoi? Le dialogue, c'est quoi? C'est que non, venez entendons, nous, on écrase les Africains. Mais c'est oublier le grand passé russe. C'est oublier les traditions de la Russie. C'est pas commencer avec la première guerre, la deuxième guerre mondiale, mon cher Bachir. La Russie est dans une bataille contre l'État profond depuis très longtemps. Oui. Depuis au moins 500 ans, 600 ans, 800 ans. Ça commence très long, cette affaire. Si les Russes nous suivent, on se comprend quand je parle comme ça. Ils comprennent de quoi est-ce que je parle. C'est un vieux combat. C'est une affaire, un Dieu. C'est la vocation de la Russie qui est en jeu. Sa vocation en tant que nation qui a un rôle à jouer dans le monde. C'est ça qui est au cœur de la table. Et les Macron et qu'on s'en croit, qui peuvent manœuvrer pour amener la Russie dans une entente secrète avec la France sur le dos de l'Afrique. Ça ne marche pas, mon cher Bachir. C'est ça la face qui n'est pas visible de l'iceberg. L'affaire Quignolo, là, c'est pas seulement ce qu'on voit là. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Merci, Président Bandakani. Luc Michel, je me retourne vers vous. Alors, que doit-on savoir d'autre sur le Barbouze en question? Quelle était sa cible? Parce que il y a des sources, nous essayons encore de vérifier cela, qui indiquent quand même que la source était très proche du lieu d'habitation. Je veux dire, la cible était proche du lieu d'habitation du président Touadéra. Oui, depuis plusieurs semaines, il tentait d'approcher Touadéra sous couvert d'une équipe d'Al Jazeera. Mais on a un peu plus de détails quand même sur lui parce qu'il n'est pas un inconnu. Il est arrivé en Centrafrique en 2013 et en 2013, il venait encadrer certaines fractions de la Séléka. Vous savez que la Séléka, en fait, l'armée française aurait dû l'empêcher de s'emparer de Bangui, et au contraire, on lui a livré la capitale. Il y avait des accords entre Bozizé, c'est ça l'ironie, et François Hollande. François Hollande a déchiré ces accords comme un torchon de papier. Ensuite, il a travaillé au service de communication de la MINUSCA, et donc tous ces réseaux sont mêlés. Barbouze, Séléka, mercenaires de Bozizé, certaines fractions de l'ONU, pas toutes, puisque vous savez que les casques bleus rwandais ou burundais combattent aux côtés de Touadéra. Il y a surtout une chose qu'il faut savoir et qui explique la panique des Français, c'est que on m'a confirmé que depuis hier, l'ambassadeur de France à Bangui tente désespérément un nombre innombrable de fois d'entrer en contact téléphonique avec la direction de la police judiciaire de Bangui, avec le directeur général, qui ne lui répond pas évidemment. Le but, c'est de tenter d'étouffer l'affaire, mais surtout de faire libérer la Barbouze. Ce que souhaitent les Centrafricains, c'est qu'il soit jugé et condamné pour ce qu'il a fait là-bas, mais il n'y a pas de doute en tout cas sur ce qu'il pratiquait, c'est une opération terroriste. Je ne sais pas si le but était d'assassiner Touadéra, mais il faut quand même savoir que c'est étrange, cette proximité depuis quelques semaines, mais en tout cas, il est poursuivi par le parquet de Bangui pour terrorisme, et il fait l'objet d'un mandat international, parce que les Centrafricains se sont prémunis, ils ont respecté les lois, il est donc l'objet d'un mandat international pour des faits de terrorisme. C'est cela qu'il faut retenir de cette affaire. C'est évidemment la France qui est prise la main dans le sac. Tout le monde sait que ces pratiques existaient. Lisez La fabrique des barbouzes de Jean Zerba, ou lisez le livre dont parlait Bandakani qui s'appelle Les tueurs de la République, qui explique comment, non pas des barbouzes, mais les services secrets officiels de la France, le SDEC puis la DGSE, pratiquent depuis la guerre d'Algérie ce qu'on appelle les opérations homo pour homicide, à commencer par les leaders du FLN ou Félix Moumier, et ces gens-là ont trempé dans toute une série d'opérations, notamment du terrorisme. En 1986, Mitterrand est en guerre contre l'Iran et contre le Hezbollah au Liban qui commence à démarrer, et il fait organiser une attaque à l'explosif par cette service action qui s'appuie sur une unité militaire qui est le 11e choc, qui est un régiment paracommando, et le but c'est d'aller faire exploser avec des voitures piégées l'ambassade
d'Iran à Beyrouth. Ça ne marche pas parce que les explosifs ne s'allument pas. La France est déjà prise la main dans le sac. Il y aura d'autres affaires qui émaillent parfois parce que très peu arrivent dans l'œil du public. Rappelez-vous du Rainbow Warrior, par exemple, etc. Mais quand vous lisez les auteurs français, on vous dit ça c'était avant. Nos nouveaux présidents français, ce seraient des chevaliers blancs. C'est pas vrai du tout. Le plus grand prescripteur d'opérations au monde, c'était François Hollande. Ses successeurs, rien ne dit qu'ils aient arrêté. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, le service action de la DGSE, ex-service action du SDEC et le 11e choc, ils existent toujours, ils s'entraînent toujours, notamment dans des bases secrètes à Marseille. Il faut donc arrêter avec la France, patrie des droits de l'homme, la France, patrie de la démocratie, la France qui vient aider les peuples. Les Français, ce sont des prédateurs, et ce sont des prédateurs. Il n'y a deux seuls autres États qui le disputent à la France, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Eux aussi pratiquent les fameuses opérations homo. Aux États-Unis, on appelle ça un finding présidentiel. Il y a eu très peu de temps, vous vous souvenez, dans les derniers mois de l'ère Trump, Trump qui n'est pas un chevalier blanc, mais qui est un serviteur d'une autre fraction de l'impérialisme américain. Vous rappelez que Trump a ordonné la mort du général Soleimani. C'est un général iranien qui portait toutes les opérations extérieures, notamment au Liban, en Syrie et au Yémen, des gardiens de la révolution iranienne. Il a été repéré et les services secrets américains, en liaison avec les services secrets israéliens, ont organisé l'exécution de Soleimani. J'avoue une chose de plus, il était en visite officielle pour l'État iranien en Irak, où il était assassiné à l'aéroport de Bagdad, et il bénéficiait de l'immunité diplomatique. Dès lors, voir notre Barbouze qui est arrêté à Bangui préparer un attentat contre le président, ça ne serait pas étonnant.